Bonjour. Merci de vous joindre à nous pour cet atelier virtuel. Je suis le Dr Abdou Chaba, je suis porte-parole de l'association, membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne et je suis également urgentologue. Au cours des prochaines minutes, j'aurai le plaisir de discuter avec vous de télémédecine et de son impact sur l'exercice de la médecine. Ma présentation durera une quarantaine de minutes et par la suite, j'aurai le plaisir de discuter avec vous de la télémédecine, de l'impact de la pandémie sur les soins virtuels et également des répercussions sur les différents acteurs du réseau. Tout d'abord, mes déclarations de conflit d'intérêts. Je suis membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne et je dirige également une firme technologique, Humanitas Solutions, qui travaille à faire évoluer le secteur de la santé vers la révolution industrielle 5.0. Vous aurez par ailleurs un aperçu de la vision 5.0 du réseau de la santé tel qu'on peut l'imaginer. Mon message se résumera en 3 points. Tout d'abord, la santé virtuelle prendra une place grandissante dans notre système de soins. Deuxièmement, le vieillissement de la population amènera une transformation majeure vers des soins virtuels et à domicile. Et enfin, la santé au numérique passera également à la santé ou à la robotique et à l'intelligence artificielle et pour une évolution progressive vers la santé 5.0, comme vous le verrez. Tout d'abord, la COVID-19 a déjà marqué l'histoire et marquera les esprits comme la grippe espagnole et les premières grandes études sur la santé de la population, comme ça a été fait au courant du début du siècle en 1918. Du jour au lendemain, nos vies ont basculé, ont connu d'importants changements et comme pour chaque crise, la COVID-19 a amené son lot d'incertitudes et de tragédies. Nous le savons, le réseau de la santé ainsi que les intervenants ont été mis à dure épreuve et des milliers de familles québécoises ont été touchées, milliers de familles canadiennes et à travers le monde entier, par la perte d'un être cher, tant qu'à la première vague que par les vagues qui ont suivi. Comme à chaque période de crise, nous avons été contraints de nous adapter. Les impératifs d'éloignement physique ont provoqué un tournant majeur et dans presque toutes les facettes de notre vie jusqu'à se refléter dans la relation médecin-patient, comme nous le vivons à tous les jours dans le système de santé. Et comme je l'ai dit il y a un instant, ce virus a un effet terrible sur les personnes, les soignants et le réseau de la santé, et ces impacts négatifs sont indéniables. Mais lorsque l'on regarde de l'autre côté de la médaille, il faut constater que la COVID-19 a été un promoteur d'avancées en télémédecine. J'aimerais être clair sur un point, c'est que la télémédecine existait bien avant la COVID-19. Jeune pousse au milieu des fax encore présents dans notre réseau, elle essayait d'avoir un peu de lumière pour grandir. Et on dirait que la COVID-19 y a donné seulement un peu de cette lumière-là pour évoluer et grandir. Et le gouvernement du Québec a agi rapidement, en fait, en annonçant dès le début de la crise, en mars dernier, un remboursement par la RAMQ de toute consultation téléphonique et virtuelle, ce qui a amené une énorme avancée au niveau de la télémédecine. C'était la décision à prendre, car il fallait absolument assurer à la population un accès immédiat à la première ligne, alors que la seconde s'occupait des cas de COVID. Et imaginez les retards de la première ligne sans l'utilisation de la télémédecine. Le système de santé aurait été encore plus mal au point que ça ne l'est aujourd'hui. Et justement, une étude de la firme Deloitte a dévoilé en octobre dernier le coût des retards. Donc, les gouvernements devraient investir 1,3 milliard de dollars supplémentaires seulement pour la première vague pour établir les temps d'attente pré-pandémie. Et je peux vous parier que la télémédecine va faire partie de ces initiatives-là qui vont aider à faire ce rattrapage. Donc, cette crise a révélé la pertinence et l'efficacité de la télémédecine. Un premier impact de la télémédecine sur l'exercice de la profession médicale a été que son déploiement s'est fait à une vitesse éclair. Il s'est fait ressortir, il y avait une panoplie d'outils qui étaient nécessaires tant pour le clinicien que pour le patient. Puis l'absence de guide par rapport à ces outils, il fallait remédier alors à la situation pour encadrer son utilisation. Et des organismes comme le Collège des médecins du Québec ont participé à des règles déontologiques pour le bon déroulement des consultations en télémédecine, mais il faut se rappeler que les choses bougeaient déjà très vite et les soins devaient se poursuivre. Et comme l'Association médicale canadienne avait déjà travaillé, en fait, on demandait à des experts de rédiger des guides de pratique tels que vous le voyez. Le premier, c'était pour permettre aux médecins de réussir la consultation sur le plan clinique, mais aussi technologique. Et le second, c'était pour encadrer le patient, pour qu'il se sente à l'aise avec ce nouveau véhicule de consultation médicale. Ça, c'était le premier impact. Un second impact a fait ressortir le besoin de mieux étudier les soins virtuels et mettre en place un environnement réglementaire adéquat pour pérenniser cette façon différente de prodiguer des soins. Et plusieurs ordres et gouvernements ou regroupements se sont mis à étudier la question.
J'aimerais attirer votre attention sur le rapport du groupe de travail sur les soins virtuels. Ce groupe a été créé par l'Association médicale canadienne, le Collège des médecins de famille du Canada et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Et sa particularité, c'est qu'il a été mis sur pied 1 an avant la pandémie et les recommandations du groupe ont été mises 1 mois avant la pandémie. Drôle de coïncidence, mais cette initiative voulait justement jeter un peu plus de lumière sur les soins virtuels qui étaient déjà en croissance à travers le pays. Donc, le groupe s'est donné comme mandat de promouvoir une approche pan-canadienne pour assurer le développement des normes uniformes en soins virtuels parce qu'il y a une grande variabilité. Et comme vous le voyez sur la diapositive, le groupe de travail a émis des recommandations en ce sens. Il préconise l'élaboration de normes nationales pour encadrer l'accès à l'information médicale auprès des patients. Il met de l'avant aussi la mise en place d'un permis unique de pratique au Canada qui permettrait à un médecin, peu importe le lieu ou l'endroit où il se trouve au pays, d'offrir une consultation virtuelle à un patient, peu importe sa lieu de résidence. Il suggère aussi la création de grilles tarifaires qui ne confèrent pas d'avantages fiscal ni aux consultations virtuelles ni à celles en personne. C'est la question de la pertinence qui prime. Et enfin, il recommande fortement d'établir une terminologie normalisée partout dans le pays pour les soins virtuels, compte tenu qu'il y avait différents termes pour exprimer les différentes initiatives qui étaient en place. Vous avez le lien dans la présentation sur ce guide-là. Santé Canada a aussi son groupe de travail sur les principes directeurs qui sont l'intégration de nouvelles technologies dans le système de soins, la garantie de soins centrés sur la personne, l'amélioration de la santé et l'adoption de gains d'efficacité et d'amélioration dans les soins de santé. Les experts qui en font partie mettront des recommandations afin d'améliorer l'interopérabilité des systèmes numériques au sein des régions, provinces et territoires, et si possible de promouvoir une certaine uniformité des approches. L'Alberta a aussi formé son groupe de travail avec les principes directeurs similaires et les recommandations de ces deux groupes sont actuellement en cours. Le deuxième impact. Là, il y a un troisième impact qui est que la télémédecine a sur l'exercice de soins et une modification des parcours des soins pour les patients. Cette diapositive illustre les interactions actuelles entre le patient et le système de santé à différentes étapes du continuum de soins. Le patient est au centre, dans un carrefour giratoire, et c'est à lui de prendre les différentes directions dans le réseau et d'obtenir les soins qu'il a besoin. La porte d'entrée est évidemment les soins primaires. On voit aujourd'hui qu'il y a une consultation de plus en plus aussi importante au niveau des urgences, mais c'est la fameuse première ligne qui prime. Une fois passé l'entrée, il doit se déplacer vers les soins de deuxième et de troisième ligne si cela est nécessaire. On le constate, la navigation à travers tout ce système de santé peut s'avérer vraiment complexe et peut aller dans toutes les directions selon les besoins du patient. La croissance de la télémédecine au cours de la première vague et aujourd'hui, pendant la seconde et la troisième vague, modifie le modèle traditionnel de prestation de soins, évidemment. Que ce soit par téléphone ou par l'entremise d'une plateforme vidéo, la prestation de soins se fait sans que le patient aille à se déplacer. Est-ce que cette formule a plu aux patients du Québec, aux patients du Canada? Eh bien, il semble que oui. Comme le dit le dicton, l'essayer, c'est l'adopter. En fait, depuis mars dernier, les Québécois et les Québécoises et beaucoup de Canadiens dans différentes provinces font l'essai de la télémédecine et cela semble leur plaire. Cet engouement est palpable à l'échelle pan-canadienne et explorons ensemble quelques données. Tout d'abord, essayons de comprendre les réalités suivantes. Voici quelques questions pour explorer la thématique des soins virtuels en lien avec la première vague. Si on peut passer les questions. En fait, il y a 3 questions. Quels sont le taux de satisfaction, selon vous, de l'utilisation des soins virtuels? Et comment se compare ce taux de satisfaction relativement aux services d'urgence? Et quel est le taux de préférence des consultations en soins virtuels en lien avec la première vague de la pandémie? Donc ça, c'est la première question. Quel est le taux de satisfaction de l'utilisation des soins virtuels? Si vous pouvez répondre. Très bien. Comment se compare? On passe à la prochaine question.
C'était comment quand on se compare ce taux de satisfaction relativement au service d'urgence. C'est vraiment... il va... Donc, on est à moitié-moitié, 7 17 %. On voit ça bouger. Majoritairement, vous avez raison. C'est vraiment 17 %, ce qui est étonnant. La satisfaction est beaucoup plus importante que la consultation au niveau des services d'urgence. C'est déjà un très grand défi que la télémédecine a pu relever. On passe à la troisième question. Quel est le taux de préférence des consultations de soins virtuels en lien avec la première vague de la pandémie COVID-19? « 40 % entre 30 et 40 %, c'est effectivement le taux. Il y a eu beaucoup de consultations, plus du tiers, en fait, des Québécois ont consulté, comme on va pouvoir voir dans les prochaines diapos, où je vais pouvoir vous amener les chiffres. Donc, si on peut passer, prochaine diapo. En fait, en mai dernier, la firme Abacus Data a justement posé la question à des patients dans le cadre d'un sondage pan-canadien qui a été réalisé pour le compte de l'AMC. Et le sondage a révélé que près de la moitié des Canadiens ont consulté un médecin de manière virtuelle et que sont très satisfaits des résultats. Ceux qui ont consulté un médecin de manière virtuelle pendant la pandémie ont indiqué un degré de satisfaction de 91 %, soit 17 points de plus que ceux qui se sont rendus en personne au service d'urgence. Ce que l'on constate, c'est que peu importe le moyen de communication, c'est ce qu'on voit ici dans la diapo, de virtuel utilisé, que ce soit par téléphone, que ce soit par visioconférence, le portail de fournisseurs de soins, le taux de satisfaction est au-delà de 90 %. Et depuis le début de la pandémie, près de la moitié des Canadiens ont consulté un médecin, l'ont fait grâce à des soins virtuels. Donc vraiment, près de la moitié. Et ce qui a contribué à l'accès essentiel à la première ligne, comme je l'ai indiqué précédemment dans ma présentation. Voici les chiffres qui indiquent le succès de la télémédecine. Et ici, lorsqu'on demande en fait aux répondants s'ils souhaitaient que le premier contact avec un médecin se fasse d'une manière différente, donc soit par téléphone, visioconférence, courriel ou message texte plutôt qu'en personne, nous avons encore là des résultats qui sont assez intéressants, assez étonnants. Pour chacune des options, la majorité des gens voudraient avoir le choix entre une consultation virtuelle ou en personne. Et un Canadien sur 3 préférait avoir une première option de contact avec le médecin d'une manière virtuelle. Et fait intéressant, ce sont les Québécois qui sont les plus ouverts à ce que la première option de contact avec le médecin soit faite d'une manière virtuelle après la COVID-19, donc après la pandémie. Et 40 % d'entre eux sont montrés favorables, en fait, comme vous le voyez, à cette idée, soit le plus haut pourcentage au pays, ici au Québec. De plus, 51 % des répondants québécois ont dit que s'ils avaient le choix, la première façon dont ils consulteraient un médecin pour avoir un avis médical serait par téléphone, visioconférence, texto ou courriel. Encore quelques petites statistiques. J'aimerais citer 2 autres. La première, c'est qu'il semble que les Québécois trouvent les soins virtuels commodes parce qu'ils sont plus facilement accessibles. Ils sont favorables à 54 %. C'est un peu en deçà de la moyenne nationale quand on regarde au niveau de l'incidence sur la commodité pour les patients ordinaires. Et vous remarquerez que c'est en Colombie-Britannique que les scores sont les plus élevés au point de la commodité. Et enfin, lorsqu'on pose la question, près de 50 % des Québécois pensent que les soins virtuels auront des répercussions positives sur le coût des systèmes de santé au pays. Les pays qui adoptent les innovations en santé sont ceux qui ont entamé leur transformation vers un système orienté sur la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on crée comme valeur auprès du patient? Et cette transformation repose sur 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la mesure systématique des résultats de santé axés sur les patients et les coûts associés pour l'ensemble du parcours de soins. C'est extrêmement important. L'identification de groupes de population spécifiques qui partagent les mêmes conditions et les mêmes profils de risque pour offrir des soins plus personnalisés à ces groupes-là et le développement de parcours de ces soins personnalisés spécifiques à chacun des groupes dans cette population. Et pour votre information, FaceTime, Zoom et Skype ont été les plateformes virtuelles qui ont été le plus utilisées
en début de pandémie, lorsque Abacus Data a fait son sondage en mai dernier. Il y a d'autres plateformes qui existent et il y a des initiatives gouvernementales pour essayer d'harmoniser, de standardiser ces plateformes dans chacune des provinces. Qu'en est-il depuis la deuxième vague? On est dans la troisième vague. Il reste encore beaucoup de travail avant de parler d'une réelle implémentation. En fait, en Ontario, par exemple, même s'il y a eu une augmentation de 5 600 des rendez-vous médicaux virtuels dans les premiers mois de la pandémie, il y a encore une marge. Cette donnée impressionnante laisse croire que l'implémentation des soins virtuels est chose faite, mais c'est loin d'être le cas. Il y a beaucoup de consultations qui pourraient être réalisées pour une question de sécurité et d'économie même au niveau du système. Puis au Québec, en ce moment, la situation semble davantage une distanciation contre une virtualisation des soins. Et ce que je veux dire, c'est que selon les données du ministère, les consultations se sont majoritairement tenues par téléphone à raison de 99 chez les omnipraticiens. Et ce qui a trait aux médecins spécialistes, seulement 15 d'entre eux utilisent la vidéo, surtout en psychiatrie, pour la télépsychiatrie et la téléoncologie. Donc, il y a encore une adaptation à faire d'aller au-delà de simples consultations téléphoniques et avec une consultation vidéo et d'autres avenues au niveau de la télémétrie, comme vous allez voir dans la présentation. Faisons ensemble un peu le tour du pays. Comment le tout se transpose dans chacune des provinces. 59 des Canadiens considèrent que le patient nécessitant des soins de base, les soins de santé virtuels sont significativement plus commodes qu'une consultation en personne. Et ça, c'est à travers Vancouver, Regina, Winnipeg et Toronto. Depuis le début de la pandémie, 40 des patients ont consulté un médecin par téléphone, 8 par visioconférence. Et de manière générale, 38 des gens préféraient avoir leur premier contact avec un médecin de manière virtuelle. Donc, leur méthode privilégiée aujourd'hui serait le téléphone, mais éventuellement suivi de visioconférence. Et au Québec, depuis le début de la pandémie, il y a plus, comme j'ai mentionné, 40 des gens préféraient que leur premier contact pour le médecin se fasse d'une manière virtuelle. 47 des Québécois pensent tout de même que les soins virtuels auront un impact positif sur le coût des soins de santé, mais au Québec et à travers le pays. Donc, c'est quand même un élément intéressant que les gens, avec l'évolution de la télémédecine, voient ça comme une avenue pour essayer de faire des économies au niveau des systèmes de santé. Et la conclusion de ces sondages, c'est que les patients ont adopté ces soins virtuels. Il faut se rappeler qu'avant le mois de mars, ces soins virtuels ne faisaient pas partie du vocabulaire du patient ou du médecin. Et les résultats confirment que ces soins-là sont un complément approprié et sécuritaire aux soins en personne. Ils permettent la prestation de soins de se poursuivre, peu importe les circonstances, comme qu'on voit au niveau de la pandémie. Et les sondages démontrent que les Canadiens qui adoptent les soins virtuels aimeraient continuer à les avoir. Il serait approprié d'utiliser l'expérience des soins virtuels des derniers mois pour améliorer et élargir l'accès aux patients aux soins virtuels, en fait. Quelles sont les meilleures stratégies pour mettre ça en place et aller encore plus loin? L'Association médicale canadienne a amené des recommandations pour que ces stratégies de soins virtuels qui soient adoptées durant la pandémie se poursuivent après et deviennent d'une manière plus permanente. Une des manières, c'est de rendre les codes de frais permanents et de définir les modèles de paiement les plus appropriés à travers le pays, en fait. De développer des procédures adéquates pour assurer que les soins virtuels ne compromettent pas la livraison de soins, parce que des fois, c'est beaucoup plus facile de faire un appel. Par contre, le patient a besoin de se présenter et on voit des défis à travers la pandémie où les soins virtuels prennent la place d'une manière beaucoup plus importante par rapport à des consultations en personne. Et ce qu'il faudrait, c'est avoir cet équilibre-là et de définir ça dans les parcours de soins. Établir un cadre clair à la grandeur du pays de ce qui est entré au niveau des données, si on pense que certains patients peuvent consulter dans d'autres provinces, de façon à ce que les informations des patients demeurent confidentielles, et de concevoir des standards pan-canadiens en matière de soins virtuels, de façon à assurer la qualité des soins et de permettre le développement d'une approche vraiment centrée sur les patients. Enfin, assurer le déploiement d'Internet haute vitesse, c'est ce qui aiderait pour certaines régions éloignées, partout en fait, pour que ces régions-là puissent également bénéficier des soins virtuels et ne pas créer une espèce de fracture numérique simplement par l'absence de moyens de télécommunication. J'aimerais faire une parenthèse. On a parlé de la pandémie, on a parlé de l'évolution des soins virtuels, mais il y a un autre élément qui nous a été illustré de manière beaucoup plus importante au niveau de la pandémie, dont on avait connaissance, c'est notre évolution démographique. Il a fallu une pandémie pour que les Canadiens, en fait, s'entendent sur la question des soins de longue durée.
La pandémie a mis malheureusement en lumière l'incapacité des systèmes de soins de longue durée à protéger leurs résidents et les lacunes dans leur financement, leur capacité et leur expertise a été mise de l'avant à travers la première vague et les vagues qui ont suivi. Au Québec, 50 des décès sont survenus en CHSLD et 20 dans les résidences pour personnes aînées, donc ce qu'on appelle les RPA. Puis à l'échelle du pays, c'était 74 fois plus de décès chez les personnes âgées vivant en CHSLD que chez les personnes âgées vivant dans des résidences pour aînés dans la population générale. Ça correspond à 3 fois les mêmes valeurs au niveau de l'OCDE. Donc, notre système de santé n'a pas été conçu pour répondre aux besoins d'une population vieillissante à travers une perturbation qui est arrivée, qui a illustré cela, c'est la pandémie. Nous n'avons que très peu de temps pour y agir, pour éviter ainsi une répétition de telles tragédies. Mais il faut se dire aussi que les statistiques québécoises démontrent qu'il y a une croissance démographique. Ça va se concentrer, la prochaine croissance, dans le groupe de 65 ans et plus d'ici 2066. Là. Donc, c'est la plus grosse croissance qu'il va y avoir. Et c'est pour ça qu'il faut agir dès maintenant. Le vieillissement de la population est une réalité et cette réalité-là a été manifeste au courant de la pandémie à travers les soins qui n'ont pas pu être offerts d'une manière optimale. Au Canada, il est estimé que d'ici 2050, la proportion d'adultes utilisant l'aide à domicile accroîtra de 120 %. Durant la même période, les prévisions indiquent qu'il y a environ 30 % moins de proches aidants qui seront disponibles pour offrir les soins non rémunérés à ces mêmes personnes âgées. Donc, il y a une stratégie à mettre en place par rapport aux soins à domicile qui impliquerait les proches aidants, mais au-delà aussi de la participation des proches aidants. En fait, les soins de longue durée ont été négligés à travers le pays jusqu'à tout récemment, et on réglemente davantage, à vrai dire, le secteur de la préparation au niveau des aliments que le secteur des soins de longue durée. Si on continue avec quelques petites statistiques, 86 % des Canadiens interrogés à travers un sondage qui a été mené par l'AMC et 97 % des personnes âgées de 65 ans et plus se sont dit préoccupées par les défis auxquels font face les systèmes de soins de longue durée au Canada. Et environ un répondant sur 5 a déclaré avoir un parent cher dans un CHSLD, mais parmi ces répondants, 81 % craignent que leur être cher contracte la COVID-19 et 85 % s'inquiètent de la santé mentale de leur être cher en lien avec la pandémie. Et quand on le questionne davantage, 85 % des Canadiens et 96 % de ceux qui ont 65 ans et plus déclarent que plus qu'ils vieillissent, plus qu'ils feront tout pour éviter d'être dans un CHSLD, compte tenu de l'impact psychologique que ça a amené, tout ce qui s'est passé durant la pandémie. Donc, la plupart des Canadiens croient que les défis auxquels font face les systèmes de soins de longue durée étaient déjà là avant la pandémie, puis la pandémie, en fait, n'a fait qu'exacerber ces défis et les illustrer à une plus grande échelle. 47 % classent l'amélioration des soins de longue durée partout au Canada parmi les 5 principales priorités que les gouvernements devraient avoir pour la population canadienne. Il faut parler aussi des régions éloignées. La plus grande utilisation de télémédecine a fait ressortir un peu le fossé technologique qui existe entre les grands centres et les zones rurales, éloignées à travers le Canada. Plusieurs communautés et municipalités n'ont pas toujours l'Internet à haute vitesse et, par exemple, les collectivités de certaines réserves ou de certaines régions de la baie James ne sont pas desservies par ces services de haute vitesse de câble de distribution ou de téléphonie résidentielle que depuis 2018. Ça fait à peine 3 ans. Le Québec a pourtant lancé il y a quelques années son programme Québec branché. Et il y a eu des fonds au niveau du CRTC pour aller élargir la bande passante, pour aider au niveau des soins virtuels et combler ce fossé au niveau numérique. Donc, il y a un volet positif, c'est une occasion à saisir. Évidemment, tout ne peut pas se faire à distance, mais les soins virtuels et les nouvelles technologies, ça ouvre les portes à une meilleure accessibilité aux médecins et ainsi qu'aux services médicaux. Donc, si on a une plus grande bande passante, il y a une augmentation de l'accessibilité qu'on pourrait espérer dans ces régions éloignées qui, des fois, n'ont pas accès même au niveau des services spécialisés. Espérons que la cadence va s'accélérer, que les gouvernements vont mettre l'énergie nécessaire et que les fournisseurs de services également, qui ont un rôle énorme à jouer, vont aider au déploiement des différentes technologies pour aider la télémédecine. Une fois que la pandémie sera derrière nous, je crois qu'il va être impossible de revenir en arrière. Et on ne pourra pas dire que pour les patients que les soins virtuels sont terminés parce qu'il n'y a plus de pandémie. Je pense qu'il va falloir regarder. On ne pourra pas reprendre les consultations en personne entièrement.
Et puisque nous nous dirigeons vers une nouvelle normalité qui est à l'inclusion des soins virtuels, c'est important d'impliquer le citoyen patient dans le développement des services de la télémédecine. Et on peut penser aux populations marginalisées, toutes ces populations vulnérables. Il va falloir quand même adapter les soins pour ces populations-là qui consultent et qui consomment énormément des ressources de santé. La collaboration avec le patient pourrait contribuer à mieux concentrer, recentrer les soins virtuels pour qu'ils répondent aux besoins et aux attentes des individus et des communautés. Autrement dit, ce qu'il faut, c'est l'intégration des nouvelles technologies d'une manière harmonieuse qui respecte le cadre éthique dans lequel on vit aujourd'hui et pour lequel le patient aura été consulté au préalable. Parlons d'avenir. Selon moi, les soins virtuels ne sont pas une fin en soi, mais la modernisation des soins de santé doit avoir lieu. En plus des soins virtuels, je crois que la profession et les gouvernements doivent se pencher sur l'expansion des soins virtuels vers l'acquisition de données, donc l'expansion de la télémétrie. L'utilisation de l'intelligence artificielle et la robotisation des soins vont faire partie des prochaines avenues. Parlons de la télémétrie à distance. La télémétrie médicale a été inventée vers les années 50 et c'est à la demande de la NASA ayant comme objectif de surveiller les signes vitaux des astronautes à la suite des années 70. La télémétrie a été déployée dans les hôpitaux. Les choses ont bien évolué depuis, évidemment, et la prochaine mouture de télémétrie sera certainement tout ce qui est au niveau de le monitoring de patients à distance, le Remote Patient Monitoring qu'on appelle, qui permettra le maintien à domicile d'une personne ayant besoin de surveillance médicale étroite. Et les innovateurs travailleront également sur plusieurs technologies de géolocalisation pour s'assurer que l'ensemble des opérations se font au bon lieu, au bon moment pour la bonne personne. Et toutes ces technologies-là vont être extrêmement utiles pour donner des soins d'une manière encore plus efficace et plus accessible auprès des patients. Et quand on parle d'une révolution médicale, quand on parle d'un monde médical 3.0 dans lequel on connecte les gens, 4.0 dans lequel on amène un peu de robotisation, comme vous allez voir, c'est vers le fin 5.0 qu'on va. Donc, qu'est-ce que ça implique? Bon, l'AMC, en 2018, a mandaté une firme, encore une fois, de sondage pour demander aux Canadiens leur opinion sur l'intelligence artificielle en médecine. Et 6 Canadiens sur 10 ont affirmé avoir très hâte de voir l'incidence de l'intelligence artificielle sur les soins de santé. Les répondants avaient une perception extraordinairement positive de la technologie, de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, affirmant que ça pourrait certainement prévenir certaines maladies et d'améliorer les soins fournis par les médecins. Avec l'augmentation de la fréquentation des établissements de santé et un personnel pas mal fatigué, l'intelligence artificielle permettrait un gain en efficacité, dégager les ressources qui permettraient de dédier beaucoup plus de temps à la prestation des soins, être plus proche des patients en fait. Les professionnels de la santé font beaucoup de recherches pour atteindre le risque zéro et ça demande beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Et le monde des patients évolue vers beaucoup plus de consommation médicale et ça amène un certain engorgement au niveau du système. Et il y a un certain filtre qui pourrait être amené au niveau de l'intelligence artificielle. Ça pourrait être mis en contribution, par exemple, au niveau de certains dépistages et également de certaines consultations à distance qui permettraient par la suite l'utilisation des ressources d'une manière plus judicieuse. L'intelligence artificielle pourra appuyer les scientifiques dans la recherche fondamentale également et contrôler des instruments biologiques à distance. Et dans un monde médical 3.0 ou 4.0, elle pourra un peu ralentir, elle pourra aider en fait au niveau du triage, de ce qui se passe au niveau de notre système de santé et aider les médecins à être un peu plus performants, en fait toute l'équipe médicale à être encore aidée au niveau de la collaboration. Puis à la maison, elle pourrait appuyer un peu les patients dans la prise de décision à ce qu'il faut consulter ou pas pour éviter ou non d'aller à l'hôpital ou d'aller vers leur médecin de famille. Mais pour que tout ça se produise, il faudrait s'ouvrir au changement et accepter de confier certaines tâches à du professionnel qui seraient nos médecins et qui permettraient d'être un peu dans cette chaîne un peu de prestation de services. Et l'intelligence artificielle pourrait recueillir la bonne information et amener ça pour que les soins soient encore plus appropriés. Là, je vais faire une invitation spéciale. Laissez-moi vous présenter Zora. On a parlé un peu de révolution 4.0. 4.0, c'est l'utilisation de la robotique au niveau du système de santé. Donc, je vais vous présenter Zora, un robot qui fait un tas de tabac dans les maisons de retraite en Europe. Donc, très bientôt, il faut envisager l'arrivée des robots humanoïdes comme Zora dans notre système de santé.
La robotisation pourrait offrir des soins répétitifs de santé pour pallier à la pénurie perpétuelle de personnel. Ce chapitre, le Japon a une très bonne longueur d'avance dans plusieurs pays, dont le nôtre. Il faut mentionner aussi les pays scandinaves qui, eux, utilisent la robotisation pour remplacer certains gestes répétitifs humains dans le système de santé. Le Japon a même créé un fonds de développement robotique. Des compagnies comme NTT travaillent à créer un robot qui pourrait prévenir la chute, en fait, à partir de certaines démarches de personnes âgées. Et moi, j'ai l'intime conviction que les robots ne remplaceront jamais les humains. Par contre, ils pourraient permettre à ces derniers d'avoir plus de temps pour s'occuper justement des humains. Vous voyez ici une séance de physiothérapie qui est enseignée d'une manière beaucoup plus répétitive aux personnes âgées et qui leur permet de rentrer en contact indirectement et de bâtir une certaine alliance thérapeutique avec l'intervenant et par proxy, le robot. J'aimerais également vous parler de la médecine 5.0. À l'image des autres secteurs, la médecine traverse une transformation qui est très importante. La médecine, comme je vous l'ai expliqué, 3.0 est en lien avec l'informatisation et la connectivité, ce qu'on atteint aujourd'hui au niveau de la pandémie, puis qu'il y a une expansion. La médecine 4.0 va impliquer la robotisation et des objets connectés qui vont rentrer dans les processus de travail tels que présentés dans les derniers diapos. Mais le terme Industrie 5.0 fait référence aux personnes qui travaillent aux côtés des robots et des machines intelligentes. En fait, les robots aident les humains à travailler mieux et plus efficacement en exploitant les technologies avancées telles que l'Internet des objets ou le Big Data. Donc, l'ensemble des données qui aident à ce que les opérations ou les processus soient encore plus optimisés, mais il n'y a plus de distinction entre quel est le robot, est-ce que le robot fait le geste ou l'humain fait le geste. L'important, c'est la prestation de service. Ça ajoute le 5.0 inclut de la technologie, mais ajoute une touche humaine plus personnalisée au pilier de l'automatisation et d'efficacité de 4.0. On ne laisse pas le robot en place. Le robot fait partie de l'intégrante de la chaîne de production ou de la prestation de soins. Il y a 3 principes sous-jacents à cette révolution-là. Tout d'abord, l'industrie 5.0 vise à soutenir et non d'annuler ou de remplacer le travail des humains. Ensuite, l'industrie 5.0 essaie de trouver l'équilibre optimal entre l'efficacité et la productivité. C'est ce qui est important. Et finalement, le progrès de l'industrie 5.0, en fait, ces progrès-là sont inévitables. Ça se passe déjà dans d'autres secteurs. Le secteur de la santé fait du rattrapage aujourd'hui avec le 3.0, avec la pandémie, le 4.0 qui est à venir et qu'on va voir de plus en plus, puis le 5.0 va simplement être l'évolution naturelle. Et voyons ensemble qu'un exemple qui impliquera un milieu de soins que nous connaissons tous. Je vais vous présenter un peu une certaine illustration qui permettrait d'élargir un peu nos perspectives sur d'autres milieux de soins. Vous pouvez imaginer que le tout va pouvoir se passer même à domicile un jour. L'histoire se déroule dans un hôpital près de chez nous, au 6 de la Montérégie-Centre. Et au 6 de la Montérégie-Centre, en fait, à l'hôpital Charlemagne, il y a eu plusieurs stratégies pour faire face à la pandémie COVID-19. Et ce qu'il fallait, c'est essayer d'avoir des zonages et des trajectoires qui sont particulières. Et ces trajectoires-là ont influencé tous les aspects dynamiques au niveau des opérations au niveau hospitalier, en fait. Là. Et là, ce que vous voyez ici, c'est une vidéo, en fait. Il y a eu une division au niveau des entrées des patients. Il y avait des patients qui n'étaient pas COVID, des patients qui étaient jaunes, on ne savait pas. Puis il y avait des patients COVID qui étaient là. Certaines trajectoires étaient prises par les mêmes patients. Et ce qu'il fallait, c'était essayer de gérer tout ça à l'intérieur d'un établissement et d'avoir une plus grande efficacité et peut-être même de réduire l'utilisation, en fait, le contact entre certaines personnes et les patients qui étaient contaminés, qui étaient COVID positifs. Donc, quelles étaient les stratégies à mettre en place? Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu une transformation, il y a eu une redéfinition au niveau des zonages, des trajectoires. Les nombres d'accès avaient augmenté à cause de la pandémie. Plusieurs contrôles d'accès étaient là par les agents. Et pour pouvoir être encore plus adapté, en fait, au niveau de la réponse, au niveau de la deuxième vague, la stratégie qui était de réaligner au niveau de l'équipement, de l'équipe, de réorganiser un peu les trajectoires, de mettre de nouveaux protocoles en place. Ce qu'il fallait amener, c'était de la technologie pour essayer de synchroniser tout ça. Parce que ce qu'il fallait, c'est que la bonne personne soit au bon moment auprès du bon patient. Et cette stratégie de 5S, qui est la synchronisation, ce que ça nécessitait, c'est un système de gestion de la performance temps réel disponible sur place. Et un des éléments qui a été déployé, en fait, ce sont des bornes qui permettent un peu de faire de la géolocalisation intérieure et de donner, en fait, des notifications ciblées
auprès des intervenants par rapport aux tâches qu'ils devaient exécuter. Ce que vous voyez actuellement, c'est la connectivité qu'on amène, plus ce que vous voyez dans cette diapo ici, c'est les déplacements qui sont faits par les intervenants qui sont géolocalisés en temps réel. Mais il y a aussi une activation de certains objets qui permettent un peu aux gens qui sont autour de comprendre ce qui se passe, notamment des lampes intelligentes qui permettent en fait de donner des indices aux gens de ne pas traverser ces corridors-là pour lesquels on est en train de transférer un patient COVID. Et en ayant la géolocalisation, l'activation de certaines données, donc au niveau des lampes intelligentes, on est capable aussi de donner de l'information sur la performance qu'on a. Donc, on sait combien de temps que ça nous a pris. Et s'il y a des délais qui sont occasionnés par certains ralentissements, le patient, il y a eu ça a pris plus de temps parce qu'on a dû s'arrêter à un certain endroit. Toutes ces informations-là sont amenées auprès des équipes de soins et les équipes de soins gèrent mieux leur temps et ont des stratégies beaucoup plus adaptées, sachant que les patients vont arriver à destination peut-être d'une manière retardée ou s'il y a eu des éléments un peu qui ont empêché, on va dire, que les soins soient donnés de la même façon. Comme vous voyez ici, une lumière clignote simplement par l'arrivée du patient et tous les temps qui sont donnés par l'application de géolocalisation et d'amélioration de la performance en temps réel. C'est ce qui a été amené au niveau de l'hôpital Charlemagne pendant la deuxième vague. Et là, on voit un passage au niveau de l'analyse des données vers des systèmes de géolocalisation en temps réel, vers des systèmes qui gèrent la performance en temps réel. Et c'est la COVID-19, en fait, c'est à cause de la pandémie que de tels systèmes ont vu le jour pour essayer encore plus d'améliorer la performance au niveau de notre système de santé. Et ce que je pourrais vous dire, c'est qu'au niveau de cette transformation-là pour avoir lieu dans les foyers de personnes âgées également, c'est une indication au niveau de la transformation qu'on pourra avoir. Imaginez ce qu'on pourrait faire pour pouvoir améliorer la qualité, s'assurer que les patients obtiennent les médications au bon moment, qu'il y a des notifications qui soient envoyées au niveau des équipes par rapport à une chute qui peut avoir lieu et qu'on sait exactement où est-ce qu'est le patient pour la famille qui se demande qu'est-ce qu'il en est au niveau de ce que le patient fait dans ces foyers-là quand ils n'ont pas accès nécessairement pour aller le visiter. Donc, plein de transformations au niveau de notre réseau et je vous remercie infiniment pour votre écoute et je serai disponible pour des questions selon... Merci, M. Chabot. C'est incroyable. Quelle présentation fournie, riche en informations. C'est incroyable de voir ce qui existe. Puis dans les innovations, je vois un peu, on peut sentir souvent, ça va être la gestion du changement qui va être difficile à vivre aussi pour certains individus, que ce soit dans n'importe quelle, finalement, industrie. Là, si vous avez des questions, parce qu'à date, les questions que j'ai reçues, je dois dire, c'est bravo, quelle présentation fournie. Est-ce qu'on va pouvoir avoir les slides? Félicitations. Alors, ça rentre dans l'endroit où on doit poser des questions. Alors, merci pour tout le monde pour partager vos commentaires. Je partage. Entre-temps, j'ai une question qui est rentrée, mais si vous pouvez envoyer des questions pour ceux qui ne se rappellent plus ou envoyer vos questions, vous avez c'est dans le coin haut à droite de votre écran, questions-réponses. Si je vais à la première question, que pensez-vous des enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle et à la robotisation des soins? En fait, c'est une excellente question. Ce que je vous dirais, c'est que ces enjeux-là, il va falloir vraiment les prendre en considération d'une manière extrêmement sérieuse. On parle beaucoup au niveau de la vie privée, de la confidentialité des données et comment est-ce qu'on peut les utiliser, notamment au niveau de la géolocalisation. Donc, il va falloir avoir un excellent cadre. Quand on parle au niveau des patients, il va falloir avoir ce cadre-là également au niveau du personnel parce que l'amélioration de la performance part à travers du personnel qui est bien équipé. Et de ce qu'on sait au niveau, par exemple, au niveau de la géolocalisation, les données privées, ce qui se passe au niveau ce qui est aujourd'hui au niveau des outils de télécommunication, c'est les mêmes questions qu'on va avoir au niveau de l'utilisation même pour la prestation des soins. Donc, il va falloir travailler
pour avoir un cadre d'utilisation qui serait selon les normes d'éthique de prestation de soins. Ça ne devrait pas modifier les normes, ça devrait plutôt les renforcer. OK, c'est intéressant. Envoyez vos questions. Je vois pas, il n'y a pas tant de questions. Il y en a juste une autre qui est rentrée. J'imagine que vous étiez très clair où les gens ont besoin de digérer l'information. La deuxième question, combien de temps nous faudra-t-il au Canada pour arriver à la santé 5.0? En fait, bonne question. Tout dépend un peu de l'évolution de la technologie et la capacité un peu de cette diffusion de cette technologie-là. Ce que je vous ai montré de ce qui s'est passé au niveau d'un centre hospitalier près de chez nous, ça a été quelque chose qui a été mis rapidement durant la pandémie. Je pense qu'il y a des technologies qui vont être déployées de plus en plus pour améliorer l'efficacité, faire du rattrapage par rapport à tout ce qu'on a vécu au niveau de la pandémie, donc tout le délestage. Et toutes ces technologies-là, mises à contribution au niveau du système de santé, vont aider à faire des économies. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir regarder. Donc, la création de valeur pourrait être immédiate et pourrait vraiment aider à enlever toute cette surcharge-là qui se déroule, qui a déjà lieu, mais qui va se poursuivre au niveau du système de santé. Une autre question, c'est dans quelle province on peut voir les plus grandes innovations au Canada? Je pense qu'il y a différentes provinces qui se distinguent. On peut regarder au niveau de la Colombie-Britannique, il y a d'excellentes innovations. En Ontario également. Tout dépend un peu de caractère d'innovation et de la population également. Plus qu'on a une population, plus qu'on a des gens qui peuvent amener des innovations. Mais je pense qu'ici au Québec, on est capable de faire aussi un bon bout de chemin. Et ce qui est important, c'est que ces innovations-là se répandent parce que les défis qu'on vit aujourd'hui, ce sont des défis qu'on vit dans toutes les provinces et cette collaboration est extrêmement importante pour bien contrer les effets même post-pandémie. Ça commence à rentrer les questions. Comment les syndicats perçoivent-ils l'arrivée de la géolocalisation dans les milieux de travail? Excellente question. En fait, quand on regarde au niveau de la géolocalisation, quand on demande des avis légaux par rapport à qu'est-ce qui est permis, en fait, on ne géolocalise jamais les gens, même pas les patients. Ce qu'on géolocalise, c'est les artefacts qui sont possédés par l'organisation. Donc, si on géolocalise un trousseau de clés, la personne qui est dans sa salle, on va dire la salle à manger, qui prend une pause, elle laisse son trousseau de clés un peu plus loin, à un endroit spécifique, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Et il y a aussi des lieux sanctuaires qui doivent être définis, dans lesquels il n'y a aucune géolocalisation possible. Donc, c'est vraiment comment l'organisation utilise une technologie. C'est comme le GPS intérieur. Comment est-ce qu'on l'utilise, à quelle fin? Et ça prend toujours une bonne communication, une bonne discussion avec les syndicats pour les rassurer comme quoi que c'est beaucoup plus pour éviter qu'il y ait une surcharge de travail et non pour surveiller le fonctionnement de l'organisation d'une manière individualisée. Là, c'est vraiment pour la performance organisationnelle, pour augmenter l'accessibilité auprès des patients. Et il y a une question sur la télémédecine. La télémédecine au privé est en forte progression, oui. Et comment vous voyez l'intégration du privé avec le public? Je pense qu'au niveau de l'intégration technologique, il n'y aura pas énormément de complexité parce que ça va être quelque chose de faisable. C'est beaucoup plus l'intégration du privé dans notre système de soins. Est-ce que c'est conforme à la loi canadienne sur la santé? Jusqu'à quel point on va pouvoir amener ça un peu plus loin? Mais certainement que le privé qui avait déjà commencé en donnant des services de télésanté à travers beaucoup plus au niveau des organisations, donc au niveau des employés, pour lesquels il a été démontré comme quoi que c'est beaucoup plus efficace et ça réduisait les coûts, l'absentéisme. C'est quelque chose qui a amené la télémédecine à évoluer. Et aujourd'hui, la télésanté est offerte à tous et à toutes. Donc, de voir comment est-ce que le privé va venir compléter le public, à quel niveau, je pense que c'est quelque chose qui va être à dessiner en fonction de ce qu'on a comme règle au niveau du fonctionnement du système de santé, qui est public aujourd'hui, mais il peut y avoir je pense qu'il va y avoir tellement de travail à faire après la pandémie que les collaborations avec le privé sont inévitables. Et parlant de collaboration, mais j'ai quelques questions qui sont similaires quant à le niveau d'adhésion des médecins face aux technologies. Si vous pourriez nous parler là, de comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut sentir qu'il y a un niveau d'adhésion face aux nouvelles technologies de la part des médecins? Certainement qu'il y a une adhésion au niveau des technologies.
Il faut parler de quelle technologie, en fait. Si on regarde des technologies de téléphonie, 99 des omnipraticiens ont utilisé la téléphonie pour la télémédecine, ce qui est déjà très bien parce qu'un patient, pour lui donner un résultat puis le rassurer, on peut le faire par téléphone. Il n'a pas besoin à se déplacer, à perdre du temps et même à se mettre à risque. Quand on parle d'utilisation de soins virtuels, donc la vidéo ou même la télémétrie, ce sont tous des éléments qui, en fait, il faut assurer cette diffusion d'innovation. Et la diffusion des innovations dépend de plusieurs paramètres, jusqu'à quel point que ça va être accessible, jusqu'à quel point que les patients aussi vont y adhérer. Et au niveau des médecins, moi, je pense qu'ils sont avides de technologie et il va falloir juste les amener de la bonne façon, donc avoir une bonne stratégie de diffusion des innovations auprès des organisations de santé, notamment les cliniques. Et je regarde, je sais qu'on a un peu de retard, je vais essayer de respecter l'horaire, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de questions. Il y en a une qui est assez pratique, en fait, il y en a qui recherchent le guide sur les soins virtuels à l'intention des patients. Ils se demandent s'il est disponible sur Internet. Oui, il est disponible sur Internet. Il a même été promu par le gouvernement du Québec. C'est sur le site du gouvernement. Et j'imagine qu'après la présentation, il y a des liens qui pourraient être partagés pour vous faciliter un peu accès à ça, mais normalement, c'est disponible et téléchargeable aisément. Parfait. Alors, une des questions était, est-ce que vous allez partager la présentation? Alors, oui. Vous allez recevoir toutes les présentations de la conférence d'ici quelques semaines dans votre courriel. Alors, regardez vos inbox pour utiliser le mot anglais. Et une dernière question, qui est je pense, qui est une réflexion. Pour avoir fait affaire en télémédecine la semaine dernière, il semble que le Collège des médecins mettrait des bâtons dans les roues à la télémédecine. Certains soins qui étaient donnés via télémédecine ne le seraient plus d'ici 2 ans. Ou qui étaient disponibles il y a 2 ans ne le seraient plus aujourd'hui. Est-ce que... Je ne peux pas commenter par rapport aux gestes spécifiques, honnêtement, ça dépend du cas, là, mais clairement que l'utilisation de la télémédecine en début de pandémie, on va dire qu'il y a 1 an, au début de la pandémie, beaucoup se donnaient par téléphone et évidemment, faire un examen complet avec des discussions au niveau de la prévention, ça implique un examen physique. Beaucoup des dernières prises en charge, en tout cas, au début de la pandémie, ont été faites d'une manière un peu à distance, ce qui n'est pas conforme. Donc, il va falloir vraiment définir l'efficacité de la télémédecine comme un complément du parcours de soins, que ce soit au niveau préventif ou au niveau des traitements. Et ça, il va y avoir des recommandations, certainement, ça émerge, en fait, là, au niveau des recommandations de l'utilisation de la télémédecine comme complément des services existants. Donc, est-ce qu'il y a certains gestes qui étaient permis en début de pandémie qui ne le seraient plus? Certainement, parce que l'efficacité de ces gestes-là va être questionnée. Et je pense que ce qu'il va falloir, c'est suivre un peu les évidences scientifiques sur l'efficacité de cette utilisation complémentaire. Donc, c'est toujours pour accroître l'accessibilité, réduire les coûts et certainement améliorer l'efficacité des soins auprès des patients. Oui, puis sur ce point, je pense que le défi de la continuité des soins, alors ce qui est performé au niveau de la télémédecine versus le dossier médical que notre médecin de famille peut avoir, je pense que l'interconnexion entre les deux est plus que nécessaire pour vraiment assurer un bon suivi. Donc, c'est tout le temps qu'on a. Par contre, si vous avez des questions, continuez à les envoyer. On va voir si on est capable de pouvoir avoir accès aux réponses et vous les envoyer peut-être à travers la présentation qui vous sera partagée. Monsieur Chabot, ce fut un honneur de vous recevoir aujourd'hui avec nous.